Bonsoir et bienvenue. Et oui, c'est encore nous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce club de 28 minutes. Ce soir encore, quelques invités de choix triés sur le volet. Historiens, journalistes, essayistes et dessinateurs vont se pencher sur l'actualité de la semaine. Au menu de ce soir, le Premier ministre Sébastien Lecornu a bel et bien promis aux socialistes la suspension de la réforme des retraites pour échapper à la censure. Mais Emmanuel Macron n'a pas entendu la même chose. Le Premier ministre a fait un choix pour apaiser le débat actuel qui a consisté à proposer le décalage d'une échéance. Je le dis ici parce que ça n'est ni l'abrogation ni la suspension. Alors pourquoi le chef de l'État fragilise-t-il ainsi son Premier ministre qui a même dû le corriger? Veut-il faire capoter la discussion parlementaire? On en débattra. Notre invité de la semaine nous emmènera à Venise au XVIIIe siècle pour dire au revoir à un grand séducteur légendaire, Ciao Casanova. C'est le titre de l'opéra-film jouissif créé par Sol Ray, ex-violoniste virtuose reconverti suite à un accident en chef d'orchestre. Et en fin d'émission, nous retrouverons l'histoire de la semaine de Frédéric Pommier, celle d'une femme séquestrée pendant 5 ans en Loire-Atlantique et qui vient d'échapper à ses bourreaux. Voilà donc le programme du Club de 28 minutes, c'est parti. Bonsoir Natacha Triou. Bonsoir. Ravi de vous retrouver Natacha. Merci. Et Frédéric Seiss, bien sûr. Bonsoir Renaud. Bienvenue à vous Frédéric. Bienvenue à tous les deux les amis. Et voici donc nos clubistes, notre trio magique de ce soir. Bonsoir Raphaël Dahan. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes essayiste, ancien haut fonctionnaire et vous venez de publier aux excellentes éditions Passé Composé, Faire de la France une démocratie. Absolument. À vos côtés, Catherine Tricot. Bonsoir Catherine, directrice de la revue Regard, dont la une du dernier numéro s'affiche à l'écran. Non. Si. Pascal Blanchard. Eh oui, de retour. Vous êtes reconnu. Bienvenue à vous. Pascal, toujours historien, bien sûr. Toujours. Et alors là, à ma grande surprise, je vois un nouveau titre apparaître dans votre bibliographie. Ouais, ça, étonnement. Un livre coécrit avec Benjamin Stora. Quelle belle compagnie. Doit-on s'excuser de la colonisation, paru aux éditions Desclés de Brouwer. Bienvenue à vous, Pascal. C'est Merci. toujours un plaisir de vous accueillir. Et au pupitre, notre ami Éric Truand. Bonsoir Renaud. Salut Éric. Bonsoir. Bienvenue, dessinateur de presse, bien sûr, et membre de Cartooning for Peace. Tout de suite, Frédéric, la première actualité de la semaine, c'est l'essor de l'intelligence artificielle qui suscite l'inquiétude. Oui, et d'ailleurs, la télévision britannique qui a consacré tout récemment une soirée spéciale, un documentaire sur Channel 4 lundi dernier, documentaire présenté par la journaliste Aïcha Gaban. AI is going to touch everybody's lives in the next few years. And for some, it will take their jobs. Call centre workers, customer service agents, maybe even TV presenters like me. Et durant tout ce documentaire, la journaliste a listé les dangers, les défis posés par l'intelligence artificielle. Et à la fin de l'émission, elle a livré 7 confidences aux téléspectateurs. I'm not real. In a British TV first, I'm actually an AI presenter. My image and voice were generated using AI. Voilà, une fausse présentatrice entièrement virtuelle. On en vient presque à douter. C'est bien vous, Renaud? Oui, c'est bien. Je ne sais plus, vous savez. Moi-même, je doute. Alors, la chaîne Channel 4, en fait, par ce stratagème, a voulu illustrer, je cite, le potentiel perturbateur de l'intelligence artificielle. Journalistes, mais aussi artistes, architectes, comptables, traducteurs. L'IA peut-elle, va-t-elle vraiment remplacer des millions d'emplois dans le secteur tertiaire? Catherine Tricot, ce risque vous inquiète? Ah, là, c'était flippant quand même, non? De réalisme, vous voulez dire? Ah oui, Oui. tout à fait. C'est-à-dire que franchement, je savais que vous alliez parler de cela et je ne m'y attendais pas. Alors, je crois que ça va modifier profondément les métiers. Moi, je suis architecte, je ne crois pas que ça va modifier le mien, ça va transformer la manière de faire, mais je pense que la singularité du métier d'architecte, c'est-à-dire d'avoir un bâtiment dans un endroit en particulier, ça ne peut pas être complètement effacé par une IA, puisqu'à chaque fois, il faut réinventer une situation singulière. Donc, je crois que l'IA va modifier des choses, c'est un outil extrêmement puissant, c'est même un outil de la puissance du 21e siècle, mais je pense que ça ne changera pas tous les métiers et que l'enjeu, c'est quand même de savoir comment on va les changer, qui va en décider et qu'est-ce qu'on va faire des gains de productivité qui vont en résulter. Mais vous, Raphaël Dahan, ça vous fait pas peur, l'IA? Vous avez d'ailleurs coécrit un livre, Si Rome n'avait pas chuté, je crois. Moi, je m'étais auto-remplacé, j'avais pris les deux. Voilà, vous avez coécrit ce livre avec l'IA. Oui, c'est ça. Alors, c'était en 2023, donc c'est presque la préhistoire maintenant de l'IA Donc générative. c'est un outil comme un autre à vos yeux? C'est comme un outil comme un autre, jadis. mais extrêmement puissant quand même. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a des métiers qui vont se faire remplacer assez vite, en tout cas trop vite pour qu'on puisse former progressivement les gens pour trouver Mais d'autres comment on boulots. fait pour écrire un livre avec une IA? En
fait, parce que vous l'avez co-signé ce livre. C'est un travail un peu pyramidal en fait, parce que un des problèmes des modèles d'IA actuels, c'est qu'ils peuvent pas faire un livre entier en un seul coup. Il y a des problèmes de mémoire pour aller vite, et donc on est obligé de le faire par petits bouts, ce qui demande de garder la cohérence en restant assez vigilant aux différentes générations qu'on fait. Donc pour l'instant, ça demande un travail assez manuel. Donc effectivement, c'était un travail, chirurgical et qui demandait mon input à moi, mais il y a quand même plein de tâches au sein de beaucoup de métiers qui vont pouvoir être automatisées de bout en bout, comme on a automatisé des métiers manuels lors de la révolution industrielle. Mais les droits d'auteur, c'était pour vous, c'était pas pour l'IA. D'ailleurs, le métier d'historien, Pascal Blanchard, vous n'avez pas peur d'être remplacé par l'IA? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas parce qu'aujourd'hui, vous le voyez quand vous avez des étudiants, la plupart des dossiers qui vous sont remis sont faits sur IA. Et au fait, vous devez non plus maintenant analyser le savoir, vous devez analyser la manière dont le savoir est redistribué par l'étudiant quand il vous remet une copie. Vous le savez sur beaucoup de sujets, la préparation des thèmes maintenant, ça devient de plus en plus courant d'avoir un travail qui est fait en amont, notamment sur les sources. Tout le sourcing n'est plus fait par l'historien en lui-même. Il est déjà de plus en plus, on y est monté, il est fait maintenant, il est préparé au niveau des dossiers, vers ça. Là, l'écriture, c'est encore autre chose. On commence à avoir un tâtonnement, on le voit sur certains sujets, assez peu encore, puisque vous l'avez dit, il y a besoin de se différencier par rapport aux travaux qui ont été faits avant. Et on sait que les collègues, et qu'il y a encore une critique qui va être faite, que le produit n'aura pas été fait par l'historien en tant que tel ou l'historienne. Donc là, il va encore y avoir une hésitation parce qu'on attend quand même une forme d'originalité dans le travail proposé. Mais alors, au niveau des articles, au niveau des cours, au niveau des copies, dans tout ce domaine-là qui est autour de l'histoire, bien entendu, c'est déjà le cas. Pourquoi? Parce que c'est un empilement de savoir que vous pouvez regrouper, certes sélectionner à l'intérieur, mais ça, on est tout à fait capable de demander à l'IA d'être extrêmement pointu dessus et de développer plus ou moins un point à un autre, et surtout, d'aller chercher des sources dans d'autres langues. Ce que ne font pas forcément tous les historiens, de parler 8, 9, 10, 15 langues. Donc l'IA est meilleure indirectement qu'un historien et plus rapide. Alors, là, c'était vous parce que c'était un peu long. Hein. Ouais. Le secteur de la technologie essaye de contrebalancer le pessimisme qu'on peut avoir sur l'emploi. Je voudrais vous soumettre cette citation de l'ancienne dirigeante d'IBM, une grande entreprise de l'informatique, évidemment. Elle dit « L'IA, l'intelligence artificielle, ne remplacera pas les humains, mais ceux qui l'utilisent, l'IA, remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas. » Raphaël Dohan, qu'est-ce que vous en dites ? Alors c'est peut-être vrai en partie, mais surtout ce qu'il faut garder en tête pour ne pas être trop pessimiste, c'est que quand on remplace un métier, en fait, on devient tous plus riches collectivement. C'est quand même comme ça que s'est produit la révolution industrielle. C'est qu'en fait, quand on remplace un métier, c'est qu'on l'automatise, on le robotise, et c'est plutôt mieux en fait. Par exemple, les machines à tisser qui sont apparues ont provoqué des révoltes, des tisserands à l'époque, mais ça a créé aussi d'autres emplois. Et en fait, aujourd'hui, évidemment, on n'envisage pas de le faire à la main, quoi. Et ce sera pareil probablement pour des tâches. La différence, c'est que c'est des tâches aujourd'hui qui sont cognitives, qui sont intellectuelles. Donc on a un peu l'impression que c'est bizarre d'automatiser ça. Mais peut-être que dans 50 ans, ça nous paraîtra normal. Catherine Tricot, plus riche collectivement, mais pas tout le monde quand même. Alors c'est ça, déjà, qui va bénéficier de ce gain de productivité, c'est quand même une question tout à fait décisive. Et par ailleurs, il y a quand même beaucoup de métiers qui sont des métiers relationnels et qui ne vont pas être remplacés par l'IA. Et des métiers même de fabrication, je veux dire, avant que l'IA fabrique la route, il va y avoir ça viendra aussi. Alors là, sur les tunnels, c'est déjà le cas. Pour la construction des tunnels en grande partie. Non, c'est des robots, c'est pas des IA. Si les robots peuvent être animés par l'IA. On a déjà des machines qui décuplent notre force. Mais je veux dire, pour l'instant, on continue de construire, de bâtir et en tout cas de soigner et de s'occuper des gens par des personnes et pas des IA peuvent avoir des appuis, mais le reste de l'interaction humaine restera humaine. On va avancer. Désolé Pascal de vous brimer. C'était un peu long, mais c'était vraiment passionnant. Vraiment. L'IA, c'est pas si facile que ça à utiliser pour les journalistes, n'est-ce pas Eric ? Absolument. Alors, je me suis focalisé, moi, sur le champ médiatique qui nous intéresse tous ici, avec des dangers de l'IA. Et l'IA peut bugger. Et vous, comment ça va? J'ai un second dessin, toujours sur la... Vous avez trouvé plus fort que l'IA, c'est ça? Alors, j'ai trouvé une solution, ou en tout cas quelque chose qui peut nous rassurer. On aura toujours des humains en 2030 ou en 2080 pour présenter nos émissions. Je crois reconnaître Michel Drucker. Merci Eric. Frédéric, votre duel de la semaine maintenant, il a trait à l'indépendance de la justice. Oui, Renaud, à ma gauche, Gérald Darmanin, 43 ans, le ministre de la Justice. À ma droite, Rémi Heitz, 61 ans. C'est l'un des plus hauts magistrats français. Il est procureur général près la Cour de cassation. Alors, ce duel prend sa source avec cet événement historique, l'incarcération d'un ancien président de la République. Nicolas Sarkozy est détenu depuis mardi à la prison de la Santé à Paris, placé à l'isolement. L'ancien chef de l'État, condamné pour association de malfaiteurs dans le dossier des financements libyens, il a fait appel et un nouveau procès, bien sûr, est prévu. Entre-temps, Nicolas Sarkozy va avoir de la visite, celle précisément du garde des Sceaux. Il l'a annoncé en début de semaine. Et j'irai voir les détenus en général et Nicolas Sarkozy pour m'assurer de sa sécurité. Évidemment, c'est mon rôle. Qui comprendrait
que le garde des Sceaux ne s'inquiète pas de la détention d'un ancien président de la République, comme de n'importe quel autre détenu. Alors, est-ce bien le rôle de Gérald Darmanin de rendre visite comme ça à Nicolas Sarkozy, pour lequel d'ailleurs il n'a jamais caché son amitié personnelle, son affection? N'y a-t-il pas le risque que cette visite soit perçue comme un désaveu pour les juges qui ont condamné Nicolas Sarkozy, voire comme une pression pour les magistrats qui vont juger en appel l'ancien président de la République? C'est la crainte de Rémi Heitz. Le procureur général près la Cour de cassation insiste sur le besoin de sérénité judiciaire dans ce dossier. Il y a un risque, en effet, qu'une telle visite soit ressentie par les magistrats et soit, et c'est important, soit perçue par l'opinion comme une forme d'obstacle finalement à cette sérénité recherchée. Et je ne parle pas de désaveu, je parle de risque donc d'atteinte à l'indépendance des magistrats. Alors évidemment, cette controverse a pris un tour politique à l'Assemblée nationale avec cette passe d'armes entre la gauche et Gérald Darmanin. Monsieur le garde des Sceaux, vous êtes décidément bien macroniste, on vous reconnaît bien là. Le en même temps appliqué à Nicolas Sarkozy, on ne peut pas glorifier Badinter et piétiner, tergiverser avec l'état de droit la semaine suivante. Il est tout à fait normal que dans la séparation des pouvoirs, l'exécutif ou le législatif vienne voir ce qui se passe en prison. Vous ne vous en privez pas d'ailleurs. Votre groupe, ainsi que le groupe de la France Insoumise, a visité plus de 10 fois M. Georges Ibrahim Abdallah, condamné définitivement pour crime à perpétuité pour assassinat. Alors, dans ce duel, il y a en théorie un arbitre, le garant de l'indépendance de la justice. Dans la Constitution, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs reçu récemment Nicolas Sarkozy avant qu'il parte en détention. Raphaël Dohan, en raison du statut de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, c'est normal qu'il bénéficie, j'allais dire, autant d'égards, d'attention de la part de l'exécutif actuel? Ça dépend de ce qu'on appelle normal. Je trouve ça... C'est évidemment pas un détenu comme les autres, au sens objectif du terme. C'est évidemment, oui, c'est une première historique, c'est le premier ancien président de la République qui va en détention. Donc c'est pas un détenu normal de ce point de vue-là. Après, est-ce que le garde des Sceaux était obligé d'aller le voir? Évidemment non. Est-ce qu'il a le droit d'aller le voir? Je trouve que oui, enfin, il peut y aller s'il veut. Mais sur la pression, sur le magistrat. Et la pression, je trouve que la séparation des pouvoirs, ça va un peu dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Peut-être que Gérald Darmanin aurait dû attendre un peu, peut-être que... Bon, mais en même temps, de l'autre côté aussi, on peut attendre des magistrats qui ne disent pas non plus aux politiques quoi faire. Il a le droit de le faire en tant que garde des Sceaux. Est-ce que c'est le rôle des magistrats de dire qu'ils ne devraient pas le faire? Je ne suis pas sûr. Pascal Blanchard. Ça dépend. Avec quel statut il y va? En fait, je crois que le syndicat de la magistrature a été très très clair. S'il y va en tant qu'ami, en l'explicitant de manière extrêmement claire qu'il n'y va pas en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux, pourquoi pas? Ça me dérange un peu, c'est un peu limite, mais pourquoi pas? Mais à partir du moment où il garde une ambiguïté de son statut, avec la manière dont il va aller en prison, oui, c'est évident. Il n'y a même pas d'ambiguïté. Il dit j'y vais en tant que ministre pour m'assurer des conditions de sécurité. C'est là où je trouve que c'est anormal. Je trouve que là, ça ne se fait pas dans le cadre d'une procédure qui a lieu. En plus, j'imagine même pas l'ambiance qu'il va y avoir à la santé. Enfin, essayons d'imaginer la situation. On a vu déjà à l'arrivée de Nicolas Sarkozy, la pagaille que ça a créé. Ça a des colibés de la part d'autres. Exactement, et pas que des colibés, des problèmes. Je vois que plusieurs détenus sont poursuivis et autres. Donc là, la situation va être terrible et par définition, elle va déstabiliser à la fois l'univers pénitentiaire, elle va déstabiliser la justice et potentiellement, il n'y a pas de neutralité. Ça ne se fait pas, dites-vous, sauf que Gérald Darmanin dit que le garde des Sceaux peut et va d'ailleurs, et lui-même dit qu'il le fait de temps en temps en prison, s'assurer de la condition de sécurité de tel ou tel détenu. C'est-à-dire que là, il peut le faire, ça peut être dans ses fonctions, mais il n'aurait pas dû le faire savoir, Catherine Tricot? C'est-à-dire qu'en effet, il peut le faire, c'est dans ses attributions. Personne ne croit qu'il va vérifier que Nicolas Sarkozy est protégé. On sait très bien que... Même si c'est un enjeu aussi, la protection d'un ancien chef de réglé. l'État. Mais c'est déjà réglé. Je veux dire, on n'attend pas la policiers dans la cellule attenante. C'est déjà l'objet d'une très grosse polémique parce que les agents de la pénitentiaire disent c'est notre métier, on est capable de le faire. Pourquoi est-ce qu'on amène des policiers extérieurs? Donc, premier problème... Peut-être aussi, en matière que l'État a des souvenirs, on se souvient de Yvan Colonna, qui a été tué en prison, justement, malgré les conditions de sécurité. Il n'était pas à l'isolement, dans un quartier d'isolement comme l'est Nicolas Sarkozy, qui est tout seul, qui ne rencontre aucun détenu, ni quand il rentre, ni quand il sort de sa cellule. Donc ce n'est pas la vraie raison. Il ne va pas pour s'assurer, il va faire un geste politique, qui est un geste de soutien à l'ancien président, qui est présumé innocent, mais c'est évidemment une manière de prendre parti dans l'appel qu'il va interjeter. Il me semble, Catherine Tricot, qu'Éric Truand pense à peu près comme vous. À peu près, j'ai réinventé pour le coup la devise qui, sur le fronton de la santé, liberté, impunité, complicité. C'est l'heure de la une internationale. C'était hier à la une du quotidien britannique The Independent, le cafouillage des small boats, un migrant qui avait été expulsé du Royaume-Uni vers la France dans le cadre de l'accord dit du 1 pour 1, conclu
entre les deux pays, a de nouveau rejoint l'Angleterre en traversant la Manche sur une embarcation de fortune. Cet accord, qui, rappelons-le, consiste à renvoyer en France des migrants arrivés au Royaume-Uni par bateau en échange de l'accueil par Londres de migrants qui se trouvent en France, était pourtant censé décourager la traversée des clandestins. Mais depuis le début de l'année, près de 37 000 personnes ont déjà fait cette traversée, soit davantage qu'en 2024. Alors faut-il, Pascal Blanchard, malgré tout, maintenir cet accord ou le réformer, ou réformer l'accueil des migrants entre le Royaume-Uni et la France? Il n'y a aucun rapport entre cet accord et, quelque part, la volonté de celui qui est de l'autre côté de la Manche de traverser. C'est-à-dire, ce serait d'imaginer que parce que vous renvoyez quelqu'un à mi-parcours d'un cheminement qu'est le sien, il arrêterait de vouloir arriver en Angleterre. Pas du tout. Les gens, vous pouvez envoyer 10 fois quelqu'un. On l'a vu à travers le Sahara, on l'a vu à travers le Sahel, on l'a vu à travers la Libye, on l'a vu à travers la Méditerranée. Quand vous êtes empêché, vous recommencez. Donc il ne faut pas réguler les flux migratoires, si c'est pas ça. L'accord, vous avez fait un lien de causalité entre l'accord, un pour un. C'est un constat sur le fait que... Et le fait que quelqu'un renvoyé aurait envie de passer. Quelqu'un que vous renvoyez, qui a peut-être passé 2 ans ou 3 ans de sa vie pour arriver là, ne va pas repartir dans son pays ou rester en France. En plus, les arguments de dire qu'actuellement à la frontière, on le sait tous, la situation est terrible pour les migrants, puisque vous avez des mafias qui, quelque part, de cette manière, essayent de gagner de l'argent avec, les rançonnent, ou du moins mettent une pression absolue, la situation, elle est intenable. Entre prendre le risque de mourir en traversant à ce moment-là la Manche, ou rester en France, bah oui, ils prennent le risque. Mais je crois que je ne ferai pas de lien de causalité avec des solutions qui peuvent être trouvées, justement, interfrontières. D'ailleurs, Raphaël Dohan, depuis des années, les autorités ont pris des mesures de sécurité. On a grillagé notamment l'accès au tunnel de la Manche, où passent les camions, où passe l'Eurostar. Il y a donc, depuis, ces bateaux qui prennent la mer. Est-ce qu'il y a des solutions, selon vous, face à ce problème qui semble effectivement ne jamais se tarir? D'abord, c'est un problème qui ne concerne pas que la Manche et la frontière entre l'Angleterre et la France. Je me souviens d'un fonctionnaire qui me racontait qu'il raccompagnait à l'aéroport un étranger qui était, comme on dit, dubliné, c'est-à-dire mis sous procédure Dublin pour renvoyer dans un autre pays européen où il est censé faire examiner sa demande d'asile. Et la personne en question était en train de réserver son Blablacar pour revenir le lendemain en France. Évidemment, c'est possible. Enfin, rien n'empêche matériellement de le faire. Donc, on voit que je pense que se focaliser pour la maîtrise de l'immigration sur seulement les frontières, c'est quelque chose qui est un peu vain. Donc, ça doit être en fait pris dans son ensemble avec aussi tout le parcours de séjour ensuite, parce que c'est là où après ça peut avoir du sens si on prend en compte à la fois l'entrée, mais ensuite les possibilités de séjour. Et tant qu'on pense que, par exemple, si je traverse la Manche et que je prends des risques, je vais à la fin gagner quelque chose de stable, évidemment, on est tenté de le faire. Mais de surcroît, Raphaël, vu du côté britannique, en tout cas, cette question migratoire a été l'un des principaux motifs du vote en faveur du Brexit. Oui, et ça n'a rien changé. C'est intéressant parce que justement, ça a été un des facteurs principaux du Brexit, le vote contre l'immigration, qui était plutôt européenne à l'époque. Et le seul truc qui a changé en fait dans la politique britannique depuis, notamment à partir de Boris Johnson, c'est que l'immigration n'est plus vraiment européenne, elle est plutôt extra-européenne. Et on voit à quel point d'ailleurs ça fait des remous politiques au Royaume-Uni en ce moment. Un dessin d'Éric Truand. Oui, écoutez, ce deal ressemble de plus en plus à une partie de poker, de jeux de famille, de cartes, de Pokémon entre les deux nations. On voit là Macron et Starmer qui s'échangent des migrants. Merci Éric. Frédéric, l'autre actualité de la semaine en France, en tout cas, c'est le trouble semé par Emmanuel Macron au sujet de la suspension de la réforme des retraites. Oui, trouble semé par une seule phrase du président de la République. Ce n'est ni l'abrogation ni la suspension de cette réforme. Suspension, c'est pourtant le mot qu'avait utilisé le Premier ministre Sébastien Lecornu devant l'Assemblée nationale pour éviter la censure de son gouvernement. Alors cette déclaration d'Emmanuel Macron, elle a réjoui Mathilde Panot, ce n'est pas si courant, la chef de file des Insoumis, qui estime que le président a dévoilé l'arnaque. Les Insoumis qui en veulent toujours, bien sûr, aux socialistes d'avoir, entre guillemets, pactisé avec le gouvernement de Sébastien Lecornu. Catherine Tricot, pourquoi le président de la République, selon vous, a-t-il relancé ainsi cette polémique et, de fait, fragiliser son Premier ministre? Je ne sais pas s'il l'a fragilisé, en fait, parce que le gouvernement Lecornu ne tient que s'il est, d'une part, soutenu par les LR et les macronistes, enfin, le bloc central dans son entier, et l'abstention des socialistes. C'est ça, la condition. Donc, ils se répartissent les rôles. C'est-à-dire qu'actuellement, du côté des LR, notamment, ça chouine beaucoup. Ils menacent de ne pas voter. Et puis, même du côté des macronistes, ça passe pas facilement. Donc là, Emmanuel Macron, il leur dit « Oh, attendez, les gars, on se calme, c'est pas si grave. On suspend simplement pour 1 an. » Raphaël Dohan, comment vous avez compris, vous, ce qui semble être un couac, en tout cas 2 mots différents au sein du même exécutif? Emmanuel Macron lui parle de décalage, rappelons-le. Oui, c'est ça. Oui, bon, ça a un peu joué sur les mots. C'est comme ce n'est pas un échec, ce n'a pas été un succès. Ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché. Ouais, voilà. C'est quand même vraiment une question de vocabulaire, parce que dans la pratique, ça ressemble à une suspension sous condition, disons. Ouais. Voilà. Alors pourquoi se tirer une balle dans le pied comme ça, finalement? Je pense qu'il pense d'abord à sa stature historique. Il veut se dire qu'il restera quelque chose de son second mandat, quoi qu'il arrive. Il espère cela, en tout cas. C'est même pas sûr, donc. D'ailleurs,
c'est pas non plus. Enfin, on sait que cette réforme-là ne suffirait même pas forcément dans les années à venir. Donc, il essaie de garder quelque chose, de sauver quelque chose de son mandat. Je pense qu'il a pris acte maintenant qu'il ne pourrait plus faire de nouvelles réformes d'ici 2027. C'est ça, Pascal Blanchard. En fait, la réforme des retraites, c'est le totem de Macron. Vu par Macron. Je ne suis pas sûr que chez les Français, aujourd'hui, y compris même chez ses électeurs, ce soit le seul élément qui fait le bilan du macronisme ou le bilan du second mandat. Pas du tout. Pour lui, oui. De sa tour d'ivoire, il a ce sentiment que si cette réforme tombe, quelque part, son second mandat n'aurait plus de destin. Je pense que c'est une vision très nombriliste de quelqu'un qui est complètement refermé dans son palais et qui n'a plus du tout de vision globale de ce qu'est la société française et des enjeux bien plus nombreux aujourd'hui en France. Ce n'est pas le seul sujet qui fait vivre la nation. En tout cas, cette suspension, ce décalage, quelle que soit la façon dont on l'appelle, ça a un coût, forcément, il faut trouver de l'argent. Oui, c'est un manque à gagner, bien sûr, pour les caisses publiques. Il sera compensé par une hausse de la taxe sur les mutuelles, a-t-on appris auprès du gouvernement, et par une moins bonne revalorisation des pensions de retraite. Dans le projet de budget, par ailleurs, figure toujours les franchises médicales, on les avait presque un peu oubliées, et l'année blanche, on en avait beaucoup parlé. Marine Le Pen, la chef de file du RN à l'Assemblée nationale, exclut de voter ce projet de budget. Est-ce que nous allons voter pour une aggravation de 20 milliards d'impôts supplémentaires pour protéger de sa suspension? Il n'en est pas question. Il y a une autre solution, encore une fois, qui est de faire des économies sur le train de vie de l'État. Oui, Pascal Blanchard, cette suspension de la réforme, qui doit la payer? Alors, la question déjà, c'est la suspension de la réforme, nous venons de parler entre nous, de combien de temps elle va durer. Donc son coût va être aussi lié à la durée. Est-ce que c'est jusqu'à l'élection présidentielle et on se pose la question jusqu'à la présidentielle, après on voit comment elle va être pensée dans le devenir post-2027. Le gouvernement chiffre ça à 100 millions pour l'année 2026 et 1,4 milliard pour l'année 2027. C'est une estimation qui a été revue à la baisse. Si on reste sur ces chiffres de 100 millions, on peut très bien imaginer qu'une surcote, par exemple sur les mutuelles ou une surcote sur un impôt des entreprises, peut très bien payer cette différence, puisque ce sera en fin de compte un impôt datant de la décision de 2027. La question, c'est si on doit travailler sur un temps beaucoup plus long de qui va payer. Est-ce que là, en gros, pour faire simple, on trouve une solution temporaire pour une suspension temporaire avec une décision qui sera politique en 2027 ? Pourquoi pas une surtaxe sur les mutuelles ou les entreprises? Et, dans l'autre cas, est-ce qu'on ne réfléchit pas à une solution sur le très long terme, cette fois-ci, de comment on va y répondre? Et les retraités, on voit qu'au cœur de l'argumentaire de Marine Le Pen, et ce n'est pas la seule d'ailleurs, aussi à droite aussi, à gauche aussi d'ailleurs, on n'a pas tellement envie de solliciter les retraités, de sous-indexer éventuellement l'évolution de leur niveau de pension, que cette pension ne soit plus indexée à l'inflation pour les faire participer à cet effort. Je pense que c'est un enjeu fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, le discours, le débat et la confrontation, c'est est-ce que nous sommes capables de continuer d'avoir un système de retraite qui fasse vivre correctement les retraités? Oui ou non? Et là, en ce moment, finalement, ce que le gouvernement fait comme pédagogie, c'est non. C'est-à-dire, il passe à la caisse, tout le monde va passer à la caisse pour payer. C'est une pédagogie de l'impossibilité de faire ce que demande la gauche, c'est-à-dire le maintien à 62 ans, voire à 60 ans, la retraite. Ce que les Français demandent, c'est qu'on cotise davantage pour les retraites. Et ça, c'est majoritaire chez les Français, notamment ceux qui travaillent. Et ça, ce n'est pas proposé, et ça a toujours été refusé par Emmanuel Macron et les différents gouvernements. Dans ce débat, il y a cette date qui revient toujours, 2027, Raphaël Dohan. Ça doit être vraiment l'une des questions centrales du futur débat présidentiel, les retraites? Je pense que c'est une des questions centrales, oui. Parce que là, il y a vraiment un problème. C'est que si on veut que les gens partent plus tôt à la retraite ou qu'ils ne partent pas plus tard, ça veut dire qu'en fait, on fait plus de retraités et moins d'actifs. Donc évidemment, ça veut dire faire payer plus d'actifs pour payer plus de retraités. C'est quand même, moins d'actifs pour payer plus de retraités. Et ça devient un vrai problème au fur et à mesure. On connaît les questions de vieillissement démographique, de baisse de la natalité. On est aujourd'hui à moins de 2 actifs pour un retraité, alors qu'on était encore à 4 actifs. Voilà, et quand même le système avait été pensé. Il y avait une archive qui était ressortie il n'y a pas longtemps de Michel Debré dans les années 70 qui expliquait qu'à un moment, le système allait avoir ce problème-là à cause de la baisse de la natalité. Et de fait, on y est. Et comme on n'a pas à court terme de solution pour la baisse de la natalité, on va forcément avoir de nouveau à se poser la question des retraites. C'est évident. Tout à l'heure, on a parlé de l'IA. On a dit que ça allait faire un gain de productivité. Pourquoi est-ce qu'on n'introduit pas dans notre réflexion sur les retraites la question de la répartition de la productivité qui va augmenter? Alors, je veux dire, c'est quand même une bonne question. On nous assomme et on nous intimide avec cette idée de moins de salariés pour payer les retraités. Mais si on produit plus à moins, on peut payer des retraités. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc, je ne vois pas pourquoi on n'accepterait pas que 15%, aujourd'hui c'est 14% de nos cotisations pour les retraites, et l'idée, ce serait de passer à 15%.
franchement, c'est plébiscité C'est par les salariés. 14% du PIB français est consacré aux retraites, ce qui est plus que dans les autres pays, hein, c'est ça. C'est plus, mais ça tombe bien parce que du coup, on n'est pas obligé, quand on a 70 ans, de continuer de travailler pour aller laver les carreaux, porter le journal aux voisins. Mais ça pèse très lourdement sur la compétitivité des entreprises françaises. Ça, je ne sais pas. Je ne crois pas que ce soit ça. C'est vous qui le dites. Moi, je pense le contraire. Un dessin d'Éric Truand. Oui, alors Catherine, il faudra bien des gens pour laver les carreaux de ce centre Pompidou, vous voyez à l'écran là, qui est peut-être ce que cherche le président Macron, laisser une trace dans l'histoire, où vous voyez les tunnels 64 ans, Borne Barnier, Bayrou, le Cornu, Censure. Eric, c'est vrai que les travaux de Pompidou vont durer un petit moment là d'ailleurs. Hein, merci Eric. Natacha, voici maintenant votre point com de la semaine. Ce soir, ce point com, c'est Donald Trump, chef de chantier à la Maison-Blanche. Oui, l'ex-magnat de l'immobilier se lance dans un projet d'envergure inédite, environ 250 millions de dollars, 216 millions d'euros pour faire construire une salle de bal sur l'aile Est, une salle des fêtes pour accueillir 1000 personnes, qui est plus grande qu'un terrain de foot avec ses 8 mètres carrés. C'est très grand, ça n'a pas échappé à cet internaute. Attendez, cette stupide salle de bal va être plus grande que la Maison-Blanche elle-même. Alors c'est vrai que la résidence exécutive mesure 5200 mètres carrés. Les travaux, qui ne sont pas validés par voie procédurale classique, ont donc débuté. Dans un contexte de shutdown et de crise budgétaire, les images de tractopelles déployées sur le monument historique font grincer les démocrates. Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, il voit l'allégorie de la destruction des États-Unis. Il met en pièces la Maison-Blanche comme il met en pièces la Constitution américaine. Du côté des pro-Trump, le podcasteur Antonia Comia, lui, minimise ce qui se passe réellement à la Maison-Blanche versus ce que la gauche mentalement perturbée croit qu'il se passe. Bon, alors en attendant, certains ont remis à jour leur Maison-Blanche Lego, d'autres ont imaginé des versions de la Maison-Blanche plus fidèles au président, comme un palais présidentiel fast-food ou même une tour Trump tout en or. Oui, parce que ce qu'on reproche à Donald Trump, c'est aussi d'apposer sa marque sur un édifice public. Hein. Eh bien oui, parce que c'est vrai que Donald Trump relook complètement le monument à son image, même l'historique Jackson Magnolia, l'arbre millénaire qui a été déraciné pour être remplacé par le Maganolia, comme on peut le voir sur cette vidéo qu'il a postée sur son compte officiel. Et la fascination du milliardaire pour l'or est connue, c'est ce que souligne ce post. Trump brandit des rendus de sa nouvelle salle de bal qui semble être entièrement dorée. Alors, comme pour les modifications qu'il avait apportées au bureau ovale, on y voit beaucoup de dorures, beaucoup de moulures, des grands lustres, ce qui peut évoquer Versailles ou même le bal du palais d'hiver des tsars russes. Alors c'est une architecture de l'Ancien Régime qui a inspiré à Harry Kushner cette vidéo intégralement réalisée par l'IA, on y revient, et qui est depuis devenue virale, c'est la Maga Ballroom. Alors c'est vrai que Donald Trump avait été fasciné par sa visite à Versailles et récemment à sa visite au château de Windsor. Pascal Blanchard, est-ce que ces chantiers XXL, ça traduit la fascination de Trump pour la monarchie ? Pour la monarchie, en tout cas pour ce qui brille, on le sait déjà avec la manière dont il a redoré son bureau. C'est une manière aussi de montrer qu'il va mettre une patte définitive sur ce pays à travers l'architecture. C'est quand même l'élément, la Maison-Blanche, qui est le symbole du pouvoir. Rappelez-vous quand il avait pitché sur le fait qu'il allait se venger des Canadiens, c'est parce que les Canadiens étaient la seule nation anglaise à l'époque qui était venue détruire la Maison-Blanche. C'est le symbole de l'Amérique. Donc mettre sa patte sur cet endroit-là, c'est d'une certaine manière dire que son moment de passage, comme pour un roi, je pense que Versailles l'a un peu traumatisé, mais pas seulement, Windsor aussi, c'est une manière, oui, d'imposer à travers l'architecture. En plus, il dit qu'il le paye lui-même. C'est pas juste une histoire d'argent, même si c'est important en ce moment. C'est une manière de dire qu'il fait ce qu'il veut avec son argent, il marque pour l'histoire définitivement, il va laisser une trace à la Maison-Blanche, il veut rentrer dans l'histoire, n'oubliez pas ça. Et donc, il se paye sa place dans l'histoire en ayant un bout de la Maison-Blanche qui va être son bout à lui. Et puis, il a trouvé un partenaire, une star même, n'est-ce pas, Éric Truand ? Absolument. J'ai essayé d'imaginer ce qui pourrait s'y passer dans quelques mois ou quelques années. Eh bien, une émission Danse avec les Tsars. Ah, excellent. Premier invité. Formidable, ce bal d'inauguration. Merci, Éric. Alors, vous avez choisi les uns et les autres une photo qui illustre à vos yeux un autre sujet d'actualité de cette semaine. On va commencer avec votre photo, Raphaël Dohan.
Vous nous emmenez au Japon, le Japon qui s'est choisi pour la première fois une femme comme Premier ministre. Hein. Oui, donc c'est Sanae Takaichi qui est la première femme, donc Première ministre du Japon. Ce que je trouve intéressant avec cette figure, c'est qu'elle incarne une forme une sorte de modernité des droites mondiales aujourd'hui, qui ne sont pas forcément si caricaturalement conservatrice qu'on pourrait le croire. Alors, elle est très très à droite sur. Elle est très seule aussi, comme sur la photo, comme voilà, ça, non ? d'immigration. Elle est très antiféministe, mais ce qui est paradoxal, vu qu'elle-même est une femme et a un parcours de battante en fait. Et en même temps, par exemple, elle est batteuse dans un groupe de métal. Enfin, elle était batteuse dans un groupe de métal. Elle est une fan d'Hello Kitty. Donc, il y a des personnalités. Mais Trump, je trouve, en fait partie aussi. Trump n'a pas du tout ne coche pas toutes les cases du leader conservateur habituel. Pas du tout. Et on voit, pareil, donc une sorte de nouvelle droite qui n'a pas forcément tous les clichés du conservatisme, tout en étant très à droite sur certains sujets, et notamment l'immigration. Merci, Raphaël. Alors, on le disait, au Japon, c'est une première fois que vous nous exposiez. Pascal Blanchard, on va passer à votre photo. Là, c'est pas la première fois, c'est la 8e fois que Paul Biya est réélu président au Cameroun à l'âge de 92 ans. C'est clair, ça fait penser à une chanson la toute première fois. Grandeur et espérance. On se dit que oui, pour les électeurs, pour la 8e fois, la grandeur et la cherche et l'espérance, ils n'en ont plus. Le Cameroun va vivre avec bientôt l'un des plus vieux, j'ose même plus dire chef d'État, parce qu'il est entre dictateur et chef d'État. C'est pas le plus ancien, puisqu'il y a aussi Obiang en Guinée équatoriale, en Afrique, qui est au pouvoir depuis plus longtemps que lui. Ça nous ramène quand même au temps des années 80, ce qui est quand même surréaliste de se dire que ce monsieur est là. Depuis l'époque où François Mitterrand défendait une histoire de la France-Afrique, Biya ayant succédé à Idjo, qui déjà avait été mis en place par les Français. Et là, vous avez à travers ce personnage-là tout ce qui a été le drame de l'Afrique, à travers des chefs d'État incompétents, à travers un pillage du pays, à travers les vieux restes de la France-Afrique, à travers quelque chose qu'on pensait ne plus voir. Et bien, on le voit encore aujourd'hui. Cette affiche restera dans les annales. Vous voyez le pays autour, je pense que l'image est extrêmement intéressante parce qu'elle montre aussi un contraste entre cette situation, 43 ans au pouvoir, et un pays qui a besoin certainement de respirer et de changer. Merci Pascal. Et on finit avec votre photo, Catherine Tricot. Vous nous emmenez dans un endroit dont on a beaucoup parlé cette semaine, le Louvre, évidemment le musée du Louvre, victime d'un casse spectaculaire. Oui, ce casse a beaucoup ému et ça nous a rappelé l'attention que les Français portent à leur patrimoine. Et j'ai trouvé intéressant de rapprocher des nôtres informations cette semaine. On a découvert que de nombreux tableaux de Gauguin, de Picasso, de Manet, de Monet, de Courbet ont quitté le sol français parce qu'ils n'ont pas été, cette fois-ci, embarqués par un voleur. Ce n'est pas un défaut de caméra de surveillance, mais un défaut de précaution du ministre de la Culture qui ne leur a pas attribué le label de Trésor national et qui a permis aux Qataris d'embarquer ces œuvres qui sont des œuvres majeures de l'art contemporain et de l'art moderne. Culture toujours, justement, Catherine, avec un hommage d'Éric Truand à notre ministre de la Culture. Oui, je vous trouve dur avec notre ministre, puisqu'elle a prévu de faire des économies d'électricité. Napoléon Mitterrand se retourne dans leur tombe. Eh bien, il n'y a qu'à leur installer des dynamos pour alimenter le musée en électricité. Merci Éric. Il est temps maintenant de partir pour Venise avec notre invitée de la semaine, directrice musicale et chef d'orchestre. Dominique Lemonnier, Solray de son nom de scène, tourne la page des grands séducteurs et autres coureurs de jupons dans ce spectacle intitulé Ciao Casanova. Bonsoir, bienvenue à vous. C'est un opéra-film qui entremêle les genres, les images, les musiques classiques ou modernes, parmi lesquelles d'ailleurs des œuvres de Vivaldi, de Mozart et d'Alexandre Desplat, votre mari, qui a été 2 fois oscarisé pour ses musiques de films. On trouve donc un peu des musiques extrêmement différentes dans ce spectacle. Et tout d'abord, juste une toute petite question, Solray, qu'on a déjà dû vous poser assez souvent. D'où vous vient ce nom de scène, Solray? À quoi ça fait référence et comment est-ce que vous l'avez adopté? Évidemment. Ah, c'est donc ça. À la musique. C'est 2 notes de musique auxquelles j'ai rajouté un Y. Tout simplement. Tout simplement. Et alors, cet opéra-film, qu'est-ce que c'est déjà que cette matière? Qu'est-ce que c'est qu'un opéra-film? En quelques mots, pouvez-vous nous définir ce que ça représente et pourquoi ça mélange comme ça de nombreuses disciplines, en quelque sorte? C'est une petite forme qui associe du chant lyrique, de la musique instrumentale, et une réalisation scénique qui est une œuvre vidéo. Oui, avec des images, voilà, effectivement, avec des images que j'ai réalisées et que je synchronise en même temps que l'interprétation musicale. Ah justement, Solray, on va voir tout de suite un extrait de Ciao Casanova qui sera présenté, je le précise, le 26 novembre prochain à la Scène musicale à Paris. Accetti
C'est vrai. Pourquoi Ciao Casanova? C'est une façon de dire au revoir à certains séducteurs? Tout à fait. C'est Ciao Casanova ou la chute du séducteur. Mais Venise était un écrin idéal pour recevoir justement cette histoire et donner cet adieu qui n'est pas du tout méprisant, qui est un adieu qui prend acte que c'est un temps révolu. Et que nous devons passer à autre chose et que l'histoire féminine est en train de s'écrire. Et elle ne peut pas s'écrire si les Casanova restent trop présents. Alors, je crois savoir que vous étiez violoniste, vous étiez une violoniste virtuose. Vous avez une opération chirurgicale qui a empêché l'usage du bras gauche, hein, c'est ça? Oui. Vous avez dû vous réinventer à ce moment-là, c'est ça? Mais j'avais déjà, finalement, j'ai commencé avec ce groupe, le Trafic Quintet, avec qui je réalise ces spectacles musicaux et cinématographiques presque. Depuis quelques années avant cette opération. Donc, ça m'avait ouvert déjà la voie pour continuer à écrire et à prospecter un terrain plus créatif d'écrire des spectacles. Donc, je n'étais pas la violoniste uniquement cantonnée à un concerto de Mozart. Ou, la transition s'est faite en douceur. La transition était déjà préparée un petit peu. Effectivement, cette rééducation m'a donné un cerveau très, très en arborescence. Et parce que pour reconstituer une main, c'est un travail absolument fou, qui vient complètement changer, resetter votre cerveau, finalement. Et justement, en quoi ça a changé votre conception, peut-être, de la musique? Qu'est-ce que ça a changé dans votre regard sur la musique, dans la façon, justement, et évidemment, dans la façon, aujourd'hui, d'exercer votre profession de chef d'orchestre? Je pense que j'ai vu de plus en plus d'images avec la musique. Parce que finalement, cette rééducation m'a provoqué une certaine synesthésie. Puisqu'on activait, on stimulait comme ça ce cerveau pour retrouver l'usage d'une main. J'ai retrouvé tout l'usage de ma main, mais pas une main de virtuose. Donc c'est pour ça que j'ai quitté la scène en tant que violoniste et que je l'ai retrouvée en tant que chef d'orchestre. Est-ce que femme chef d'orchestre aujourd'hui, c'est une banalité ou ça reste un statut un peu particulier? J'espère que ça devient de plus en plus courant. Oui, je pense que les femmes sont capables aujourd'hui de même imaginer qu'elles peuvent être chefs d'orchestre. Alors qu'il y a 20 ans, c'était encore très difficile. Merci beaucoup, Sol Ray. Et puis, on rappelle bien sûr votre spectacle, Ciao Casanova. Il faut donc aller lui dire au revoir. Et notamment, donc, le 26 novembre prochain, à la scène musicale. Merci à vous d'être passé ce soir par le plateau. Merci. Du club de 28 minutes, 2 dessins de notre ami Éric Truand. Alors oui, je suis allé invoquer une autre figure patriarcale, machiste du cinéma français. Et j'aime beaucoup les oreilles voient et les yeux entendent de notre invité. Ouais. Donc je l'ai réimaginé, tu as de belles oreilles. Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Je vous en prie, un deuxième dessin, Éric. Et un second dessin. Tentez votre chance, retentez votre chance. Un second dessin, on a perdu Casanova, mais on a toujours... Ah voilà, vous avez reconnu vous aussi. Pascal Blanchard. Merci Éric. Voici maintenant le moment d'accueillir notre ami Frédéric Pommier pour son histoire de la semaine. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bienvenue à vous. Ce soir, votre histoire de la semaine, c'est cette histoire d'une femme séquestrée pendant 5 ans en Loire-Atlantique. Les faits se sont déroulés à Quérudal, un hameau paisible à l'écart du bourg de Saint-Molf. Entre les murs d'un pavillon, à l'allure somme toute très banale, un grillage, une pelouse, quelques plantes, rien qui attire le regard, excepté peut-être les nains de jardin. Et c'est donc ici que depuis quelques années cohabitaient 2 femmes. Elles vivaient en colocation. La première s'appelle Sandra Janvier, elle est aujourd'hui âgée de 60 ans et travaille depuis 2018 en tant qu'aide-soignante remplaçante à l'hôpital de Guérande. La deuxième a 45 ans, elle est divorcée, elle se prénomme Agnès. Elle aussi, elle est aide-soignante, elle aussi, elle a travaillé dans les hôpitaux de la région et c'est vraisemblablement en 2020 qu'aurait commencé son calvaire. Elle relate avoir d'abord été contrainte par sa colocataire de s'installer dehors, sous une tente, dans le jardin. Puis,
Quand Sandra Janvier a invité son compagnon à emménager avec elle, c'est dans le garage que s'est retrouvée Agnès. Garage dont la porte était bloquée de l'extérieur par des parpaings. D'après son témoignage, Agnès passait l'essentiel de son temps cloîtrée, avec pour dormir un transat, un pot et des sacs en plastique pour faire ses besoins. Quant à sa nourriture que lui préparait sa colocataire, c'était de la bouillie mélangée à du liquide vaisselle. Elle raconte également avoir subi des violences. Et lorsque ses geôliers l'autorisaient à sortir, c'était dans un enclos fabriqué pour elle, où il lui est arrivé de passer des journées entières sous la pluie dans le froid. C'est de cet enclos qu'elle a réussi à s'échapper il y a 10 jours, le soir du 14 octobre. Il était 21h30, le compagnon de Sandra Janvier, âgé de 82 ans, regardait la télévision, alors à moitié dévêtue. Agnès a couru dans la rue pour aller chercher de l'aide. Elle a sonné aux portes des maisons, frappé au carreau. Une femme lui a ouvert et a donné l'alerte. Les gendarmes sont arrivés. Une enquête a été ouverte. Les riverains sont abasourdis. Ils évoquent des voisins à la fois très gentils, très polis et souriants. Mais mardi, le parquet de Nantes a annoncé la mise en examen du couple pour séquestration avec torture ou acte de barbarie. Ils sont en outre soupçonnés d'avoir détourné les aides sociales et tout l'argent d'Agnès. Ce qu'elle avait sur son compte a été viré sur celui de Sandra Janvier. Celle-ci est depuis en détention provisoire. Son compagnon, lui, a été seulement placé sous contrôle judiciaire parce qu'on ne sait pas encore quel est son degré d'implication dans l'affaire. D'ailleurs, il vit toujours dans le pavillon de Saint-Molf où une journaliste d'ici, Loire-Océan, a pu le rencontrer. Et il a eu ces quelques mots sur la victime. Agnès était spéciale. Je savais qu'elle était dans le garage, mais je ne lui parlais pas du tout. J'ai compris maintenant que c'était grave, mais je ne pensais pas que ça irait jusqu'à la prison pour mon ami. Des propos sidérants. Mais à dire vrai, tout est sidérant dans cette histoire. À commencer par la cruauté des actes commis, une femme séquestrée dans des conditions insalubres, une femme affamée, violentée, humiliée, et puis tout aussi effarant. Depuis 5 ans, personne ne s'est, semble-t-il, étonné de ne plus avoir de ses nouvelles. Ni son ancien mari, ni ses anciennes collègues, ni les services fiscaux, ni la mairie, ni ses amis. Agnès n'avait-elle pas d'amis ? N'a-t-elle aucune famille ? Personne pour s'inquiéter d'elle, s'inquiéter pour elle, s'inquiéter de son effacement de l'espace public. Comment a-t-elle pu disparaître ainsi des radars ? D'une certaine manière, c'est aussi l'individualisme de la société que vient mettre en lumière cet horrible fait divers, notre incapacité à prendre soin les uns des autres, notre indifférence face à la fragilité des êtres. Agnès, dixit le procureur, est d'ailleurs aujourd'hui très fragile psychologiquement. Depuis 10 jours, elle se repose à l'hôpital. Merci Frédéric Pommier pour votre histoire de la semaine. Un dessin d'Éric Truand. Oui, alors difficile de dessiner sur un tel sujet, donc j'ai une petite balle perdue pour Jean Castex. Je me suis demandé comment ils avaient pu garder quelqu'un pendant 5 ans, depuis 2020, séquestré. On lui a certainement dit qu'on est toujours confiné. Merci Éric. Je vous propose maintenant un nouveau rendez-vous. C'est l'heure de retrouver Aurore Vincenti, qui va nous parler en théorie. Chaque semaine, elle déconstruit une idée ancrée dans notre imaginaire. Ce soir, en théorie, il faudrait dormir 8 heures par jour. En théorie, il faut dormir 8 heures par nuit. Au XIXe siècle, les médecins ne tarissaient pas d'éloges à l'égard de ces grands hommes, Napoléon, Kant, Balzac, Mirabeau, Goethe, dont l'activité cérébrale était si soutenue qu'ils étaient plus portés sur le boulot que sur le dodo. Mais aujourd'hui, même si le mythe du type brillant qui répand son génie sur la Terre après une nuit de 3-4 heures survit au passage du temps, la médecine s'est raisonnée et on se retrouve avec ce chiffre 8. Voilà la durée optimale de sommeil pour être une personne super. Mais ça, c'est en théorie. Parce que lorsqu'on se penche sur ce que dit la science, ce chiffre est moins péremptoire. Dans certains articles, on recommande plutôt 7 heures. Dans la plupart, entre 7 et 9, voire 6 et 10, ce qui commence à faire une marge d'erreur de 2 heures. En revanche, tout le monde s'accorde sur le fait qu'au-dessus c'est trop et qu'en dessous c'est trop peu et que dans les deux cas, le pire est à craindre si ça se pérennise. On risque la dépression, les maladies et tout simplement la mort. Si la Belle au bois dormant avait vraiment existé, elle aurait probablement canné d'avoir tant roupié. Ensuite, ce qui complique la donne, c'est que nous n'avons pas tous et toutes le même organisme et les mêmes besoins. Cela dépend également de notre âge. Faites dormir un bébé 8 heures seulement et c'est vous qui aurez besoin de 14 à 17 heures de sommeil. Tout ça sans compter le fait de faire ou pas du sport, les aléas de la crève ou de la gastro, mais aussi le cycle menstruel et encore les saisons. Et puis la quantité c'est une chose, mais en matière de sommeil, on a aussi besoin de régularité et de qualité.
Alors, quid de ce chiffre 8 ? C'est un peu comme les 10 000 pas et les 2500 kcal par jour. Le problème avec la moyenne, c'est que la science est rarement réconciliable avec les besoins individuels. Parce qu'une vraie bonne durée de sommeil, c'est celle dont on a besoin pour se sentir en forme et pour être en bonne santé. Allez, dès que 28 minutes est fini, les dents, pipi et au lit. On y va, promis. Merci Aurore Vincenti. Un dernier dessin d'Éric Truand. Oui, alors effectivement, il est important de passer une bonne nuit de sommeil, même si on est Nicolas Sarkozy. C'est pas toujours facile. Et en on effet. sait que ces nuits sont compliquées depuis quelques jours. Merci Éric Truand. Merci à tous les amis. On se retrouve demain, quand ça bat, à la même heure, 20h05, ou sur Arte, bien sûr. Et pourquoi ? Pour 28 minutes samedi. Et son club international. Et comme toujours, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à notre invité de la semaine qui est venu tout à l'heure dire au revoir à Casanova. On va donc se réfugier chez un autre grand séducteur. Non, c'est pas vous, Pascal Blanchard. C'est Jacques Dutronc. J'aime les filles. Tchuss. J'aime les filles de chez Castel. J'aime les filles de chez Régine. J'aime les filles qu'on voit dans